Bonjour à tous, nous sommes vendredi 14 octobre 2016, donc je continue sur la question 10 Pitita, le calcul du gradient. Alors, dans la vidéo précédente, en fait, on est arrivé à ce niveau. Oui, maintenant, en fait, voilà, donc nous avons obtenu une expression simplifiée de la fonction à deux variables, la fonction m. Alors, dérivons-la. Donc, je dérive m par rapport à la première variable. On remarque que m est une somme d'une constante par rapport à a, donc la dérivée de moins n log népérien de sigma racine de 2pi par rapport à a est égale à 0, moins la dérivée de cette quantité, sauf que 1 sur 2 sigma au carré est une constante, donc je la sors de la dérivée. Or, je peux intégrer en fait la dérivée à l'intérieur de la somme, donc j'obtiens la dérivée par rapport à a de cette quantité, qui est i moins AUI plus B au carré. Bien sûr, au lieu d'utiliser cette ancienne notation, vous pouvez aussi mettre prime, sachant que vous dérivez de toute manière par rapport à la première variable. Donc, on remarque qu'il s'agit d'une fonction composée, donc on obtient 2 fois la dérivée de la fonction à l'intérieur, donc TI, la dérivée de TI par rapport à égale à 0, la dérivée de B par rapport à égale à 0, donc il reste moins UI, fois tout ça à la puissance 1. D'accord, donc je simplifie par le 2, je simplifie aussi par le signe moins, donc j'obtiens, voilà, j'obtiens en fait 1 sur sigma au carré, somme de i allant de 1 à n, 2, voilà, je développe, donc, puisque moins 1 fois moins 1 ça donne plus, donc ui ti moins a ui au carré plus b ui. Je peux en fait développer la somme, puisque la somme est linéaire. D'accord, donc j'obtiens, voilà, j'obtiens 3 sommes. Oui, donc la première somme porte sur ui ti fois ti, moins a est une constante par rapport à i, donc je peux la sortir. Donc fois la somme de ui au carré, plus b fois la somme des ui. Voilà. Maintenant, je calcule la dérivée première de m, mais par rapport à la deuxième variable. Donc, m est une somme de deux quantités. Moins n log népérien de sigma fois racine de 2pi est une constante par rapport à b. Donc, quand on dérive cette quantité par rapport à b, on obtient 0, d'accord. Moins 1 sur 2 sigma au carré est une constante par rapport à b. Donc, je mets tout ça à l'extérieur, fois la somme de la dérivée partielle, enfin, la dérivée première de cette quantité par rapport à b. Oui, on n'a pas le droit de parler d'une dérivée partielle sur le programme. Oui, maintenant, donc j'obtiens moins 1 sur 2 sigma au carré fois la somme de i allant de 1 à n, donc 2 fois, enfin, j'utilise en fait la formule d'une fonction composée,
Donc 2 fois la dérivée de la quantité à l'intérieur, la dérivée de ti par rapport à b égale à 0, la dérivée de aui par rapport à b est égale à 0, donc il reste moins 1. Parce que la dérivée de b par rapport à b est égale à 1. Fois ti moins aui plus b. D'accord. Je simplifie par 2, et par les deux signes moins, donc il reste 1 sur sigma au carré, somme de i allant de 1 à n, 2 ti, moins a, je développe aussi la somme, puisque la somme est linéaire, pour gagner un peu de temps, plus la somme des b avec i allant de 1 à n. Voilà, là j'ai sorti le a, puisque a est une constante par rapport à i. Je peux simplifier cette écriture encore. Moins a, la somme de i allant de 1 à n ui. Maintenant, b est une constante par rapport à i, donc je peux sortir b à l'extérieur. Donc en réalité, j'obtiens b fois la somme de i allant de 1 à n d1. Sauf que quand on somme, on additionne 1 n fois, on obtient n. Voilà. Puisque j'additionne 1 entre n fois, c'est-à-dire n moins 1 plus 1, n fois. Donc plus nb. Donc attention, si c'était une somme qui commence à partir du 0, dans ce cas-là, vous mettez b fois n plus 1, puisque vous allez additionner n plus 1, 1. Très bien. Voilà, alors, finalement, le gradient et le vecteur colonne qui contient deux lignes, 1 sur sigma au carré, somme de i allant de 1 à n, ui, ti, moins a fois la somme ui au carré, plus b, voilà, et en bas, bon, j'ai réécrit cette quantité. Ok. Je passe maintenant à la question la suivante. Donc, partie 3, question 10 petit p. En déduire que M admet sur F, c'est-à-dire le vert, enfin c'est-à-dire le domaine 0,1 fois R, un unique point critique noté A chapeau, B chapeau. Avant de répondre à cette question, je vous ai préparé une fiche méthode. Donc, question, comment déterminer les points critiques d'une fonction à deux variables? C'est-à-dire une fonction M qui prend comme domaine de départ f une partie de R2 dans R, tel que f est un ouvert, et M est de classe C2 sur f. Voilà, f est un ouvert de R2. Donc l'idée est facile, l'idée est simple. On commence en fait par calculer M, enfin la fonction à deux variables, puis on calcule le gradient. Donc nous avons fait ça dans la question 10.a, la question précédente. Puis, voilà, puis x0, y0 est un point critique de M, de la fonction de variable M, si et seulement si le gradient est égal au vecteur nul, c'est-à-dire 0, 0. Puis en fait on va trouver un système à deux équations, et afin de trouver les points critiques, et ben en fait on résout ce système. Souvent en fait dans les concours, c'est-à-dire on couple, c'est-à-dire la partie sur les fonctions à deux variables vient après
une première partie, bon, je parle là du style écrit comme EML. Donc la partie des fonctions de variables vient après la partie où on étudie souvent une fonction à une seule variable. Donc pour résoudre en fait ce système, on se sert de quelques résultats de la première partie. Voilà, on trouve ça souvent dans les concours. Donc voilà, donc attention, on utilise bien sûr cette technique uniquement si f est un ovaire de R2. Comme dans notre cas, c'est-à-dire 0,1 fois R, ou bien 0,1 fois 0,1. Par contre, sur un compact, c'est-à-dire un intervalle, par exemple, là je vous donne D un intervalle 0,1, 0,1. Donc c'est une partie fermée bornée de R2. Dans ce cas-là, si f est continu sur D, donc on doit suivre cette procédure. Attention, c'est-à-dire cette technique en fait est hors programme, d'accord, mais elle est utile, c'est-à-dire peut-être en fait en optimisation. Si vous allez étudier l'optimisation en école de management, donc voilà, c'est utile en fait de connaître ces techniques. Voilà, donc l'idée est on prend le compact, notre fermé borné, puis on cherche les points critiques sur l'ovaire, c'est-à-dire le compact sans les frontières. Par exemple, là j'ai défini D comme un produit entre 0,1 et 0,1, donc voilà 0,1, 0,1, donc j'obtiens en fait cette partie de R2. Donc pour trouver l'ovaire, il suffit de prendre c'est-à-dire la partie à l'intérieur, sauf les droites d'équation, enfin les segments d'équation x égale à 0, puis x est égal à 1, y est égal à 0, et y est égal à 1. Voilà, donc des ronds. On étudie la restriction, puis on étudie la restriction de f à la courbe qui définit le bord de D, c'est-à-dire en fait les quatre courbes avec ces quatre équations. Puis en fait sur ces quatre courbes, on cherche les points critiques. Par exemple, pour cette fonction, si je travaille sur la frontière x est égal à 0, je remplace ici x par 0, donc finalement j'obtiens y au carré. Puis le but du jeu est d'étudier cette fonction et de trouver les points critiques. Donc en fait on transforme notre fonction à deux variables en une fonction à une seule variable. Voilà, donc puis on cherche les points critiques. Maintenant l'ensemble des points critiques de f est donné par les points critiques de f sur l'ovaire, sans frontières, puis les points critiques sur les frontières. Maintenant, pour le maximum global et le minimum global, on utilise en fait un théorème très connu qui stipule que pour toute fonction continue sur une partie fermée bornée de R2, cette fonction, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Donc f admet un maximum global et un minimum global. Donc pour trouver en fait ce maximum et ce minimum, il suffit de calculer les valeurs de f sur l'ensemble des points critiques déjà trouvés pendant cette procédure, et puis et aussi au niveau des points c'est-à-dire où f n'est pas dérivable. Voilà, donc voilà en fait comment on fait pour chercher les points critiques sur un compact, un fermé borné. Attention, c'est hors programme. Voilà. Par contre, sur un ovaire, eh ben, on utilise en fait, on essaie de résoudre ce système. Donc je continue. Maintenant, imaginons que nous avons trouvé en fait un ensemble des points critiques. Par exemple, en l'occurrence, dans ce sujet, on va trouver un seul point critique. Et bien, la deuxième question qui se pose, c'est comment déterminer les extrémums locaux d'une fonction à deux variables. Bien sûr, sur un ovaire, et f est de classe C2. Donc, je commence par calculer
les dérivées secondes, donc f est de classe C2 sur D, donc on calcule la dérivée seconde de f par rapport à la première variable, la dérivée seconde de f par rapport à la deuxième variable, puis on calcule en fait juste uniquement la dérivée seconde de f, par exemple, par rapport à la deuxième variable, enfin à la dérivée 12, et on sait d'après Schwartz, et j'ai parlé de ce théorème en fait dans une vidéo précédente, on sait que d'après Schwartz que la dérivée seconde de f par rapport à la deuxième variable, par rapport à la première variable, s'identifie avec la dérivée 21. Donc on fabrique la matrice hessienne. Donc c'est une matrice d'ordre 2, puisqu'on travaille avec des fonctions à deux variables. Puis à partir des points critiques déjà trouvés, on calcule à chaque fois la matrice hessienne, c'est-à-dire au niveau de ce point x0, y0. Donc l'idée c'est qu'on remplace ici les expressions trouvées par xy par x0, y0. Puis on essaye de chercher le signe des valeurs propres. Attention, en fait, personne ne vous demande de trouver les valeurs propres. Donc, si vous allez trouver, en fait, une matrice hessienne facile, c'est-à-dire genre 1, 2, par exemple, de 1, oui, voilà, là, par exemple, 0 est une valeur propre. Non, non, c'est pas 0. Donc je multiplie par 2, je multiplie par... Non, 0 n'est pas une valeur propre. Donc voilà, c'est-à-dire si la matrice hessienne est facile, donnée par des nombres connus, on peut facilement calculer les valeurs propres, donc on pourra trouver leur signe. Par contre, si la matrice hessienne, comme c'est-à-dire dans notre cas, dans ce concours, la matrice hessienne est donnée par c'est-à-dire elle s'exprime en fonction d'autres variables, donc ça va compliquer notre tâche. Voilà pourquoi je vais vous donner en fait une astuce par rapport à notre concours d'aujourd'hui. Voilà, donc le but du jeu c'est de déterminer les signes de lambda 1 et lambda 2. Donc on finit par 4 cas en fait. Donc premier cas, si lambda 1 est positif et lambda 2 est positif, strictement positif, donc x0, y0 est un minimum local. Deuxième cas, si lambda 1 est négatif, est strictement négatif et lambda 2 est strictement négatif, donc on dit que x0, y0 est un maximum local. Donc le point critique se transforme en un maximum local. Maintenant, troisième cas, si lambda 1 fois lambda 2 est strictement négatif, le produit, ça veut dire les deux valeurs propres ne possèdent pas le même signe. Il y a une alternance des signes. Donc dans ce cas-là, on dit que le point critique est un point sel, ou bien un point colle. C'est-à-dire ni un minimum, ni un maximum. Et quatrième cas, en fait c'est un cas un peu particulier, donc imaginons si on trouve une valeur propre nulle. C'est-à-dire par exemple lambda 1 est égal à 0. Comme dans le cas de l'EDEC 2010, exercice 1. Dans ce cas-là, on ne peut pas conclure, c'est-à-dire de la nature du point, ni un maximum, ni un minimum, ni un point colle ou sel. Par contre, en fait, à ce niveau, on sort un peu du programme, puisque la matrice, si la valeur propre de la matrice hessienne est nulle, donc la matrice hessienne en fait est mal conditionnée, donc en fait on parle d'un problème mal posé. Donc il faut peut-être appliquer en fait des techniques de régularisation de Tikhonov, mais tout ça en fait c'est loin, c'est-à-dire il faut faire bac plus 4 maths appliquées, ou bien il faut aller en fait, il faut faire un peu d'ingénierie mathématique en finance pour comprendre tout ça. Voilà pourquoi en fait pour ce cas particulier on finit par une infinité des points critiques. Donc je vous conseille d'aller regarder du côté de l'EDEC 2010 vraiment pour travailler ce cas particulier. Donc je vous donne en fait une astuce qui vous permet de déterminer les signes de deux valeurs propres sans vraiment les calculer. Donc imaginons que notre matrice hessienne s'exprime non pas avec des chiffres faciles, mais avec en fait des lettres alpha, bêta, gamma, delta, d'accord? Donc on sait que bien sûr, gamma est égal à bêta, puisque notre fonction est C2, d'après Schwartz. Donc H est diagonalisable, puisque H est symétrique, la matrice hessienne est symétrique, donc elle est diagonalisable d'après le cours de l'algèbre. Donc il existe au moins deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2. Allons-y, alors,
pour trouver les deux valeurs propres, on va calculer le déterminant de h moins lambda fois l'identité. Attention, pour trouver les valeurs propres, on passe par le déterminant uniquement dans le cas des matrices d'ordre 2. Voilà le programme des classes CE. Par contre, pour des matrices d'ordre supérieur, on doit appliquer la technique de pivot de Gauss ou bien en polynôme annihilateur. Voilà. Donc, je calcule le déterminant. Cette quantité fois delta moins lambda moins gamma fois bêta. Donc, j'obtiens ce polynôme en lambda. Donc là, j'ai développé de manière rapide. Donc, lambda au carré moins lambda, delta plus alpha delta moins bêta gamma. D'autre part, on sait que ce polynôme en fait possède deux racines, lambda 1 et lambda 2, puisque la matrice est diagonalisable. Alors, on peut factoriser ce polynôme sous la forme de lambda moins lambda 1 fois lambda moins lambda 2 est égal à 0. Je développe, puis j'identifie cette équation à cette équation, ou bien j'identifie les deux polynômes, donc j'obtiens que lambda 1 fois lambda 2 est égal à cette quantité, et lambda 1 plus lambda 2 est égal à cette quantité. Donc l'idée est de déterminer le signe de cette quantité. Donc on pourra déterminer alors le signe de lambda 1 fois lambda 2, puis on peut, à partir du signe de cette quantité, on pourra en fait stipuler le signe de lambda 1 et lambda 2. Et voilà, on détermine les signes de lambda 1 et lambda 2 sans vraiment calculer leur valeur explicite. Et on va appliquer en fait cette astuce dans le concours de HEC. Voilà, j'arrive en fait à la fin de cette vidéo. Donc regardez la vidéo suivante pour la question 10B. Merci.